Allô? Tu as essayé de m'appeler? Tout va bien, on s'inquiétait. Attends, je te mets en haut-parleur. Arthur est à côté. Ça t'arrive de répondre au téléphone? Bah désolé, j'ai pas beaucoup de réseau. T'en es où? Entre la Normandie et Paris et je m'ennuie sévère. T'as pas pris de la lecture avec toi? Bah j'ai terminé mon Yokai Watch sur le quai avant de partir. Moi, je lis toujours dans le train. Et qu'est-ce que tu lis en ce moment? Zola. J'ai adoré ces textes sur l'art. Et puis les Rougon-Macquart, quelle puissance. Justement, je lis La Bête Vous le humaine. dites hein, si je vous dérange. Madame, monsieur, la signalisation nous oblige à un arrêt suite à la présence de personnes sur la voie. Super, bah nous voilà arrêtés en pleine cambrousse en plus maintenant. Ça doit pas être des lumières, ceux-là, encore. Joli jeu de mots. Lumière, signalisation. Contente que tu apprécies. Je suis justement en train de lire un passage sur la signalisation. Ça a l'air barbant ton bouquin. Écoute. Un train allant vers Le Havre venait de passer et Misard était sorti de son poste pour fermer la voie derrière lui. Pendant qu'il remontait le levier, mettant en rouge le signal, Jacques le regardait. Un petit homme malingre, les cheveux et la Merci pour barbe. la lecture parrain et salut la compagnie, le train Je me repart. souviens d'un bout d'histoire que papa avait inventé pour nous expliquer tout ça. Les signaux, la sécurité, les panneaux. Mais c'est loin maintenant. Ça parlait d'un crocodile qui, cherchant un sémaphore, s'était retrouvé sous une potence. Mais je me souviens plus bien à quoi ça correspond. Je me souviens juste du crocodile, c'est le truc en ferraille entre les rails. Il y en avait un dans le jardin que papa avait récupéré. Bon ok, allez on se retrouve à la gare. Eh ben, quel caractère. T'es l'oncle, t'es le filleul. Bienvenue dans Il était une voix, le podcast de Rail et Histoire. La guerre, l'écologie, le droit des femmes, l'élection présidentielle, l'art. Chaque mois, nous explorons l'histoire au travers d'une thématique. On n'y fait pas forcément très attention, mais on a tous déjà remarqué sur les quais de gare ou sur la voie des panneaux ou des feux. Vous savez à quoi ils servent? Ce qu'ils signifient? Eh bien, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Mais parler de signalisation ferroviaire n'est pas forcément facile. Le fonctionnement réel et complet peut être un peu technique. Je vais donc essayer d'être clair et synthétique. Je ne pourrai pas aborder toutes les dimensions du sujet. Pour tendre à l'exhaustivité, il faudra une saison complète de podcast. Pour cet épisode, je suis accompagné d'Olivier Velay, chargé de projet sur les postes remarquables pour Rail et Histoire, et Gérard Vansten, président de l'association du musée du cheminot à Amberieu-en-Bugey. Il est cheminot retraité et a particulièrement travaillé sur les questions de sécurité. Je vous invite d'ailleurs à visiter ce musée que j'ai eu la chance de parcourir avec son président et qui est une véritable caverne d'Ali Baba du monde ferroviaire. Je m'intéresse aujourd'hui à la question de la signalisation, car c'est l'un des éléments au cœur des chemins de fer. Sans signalisation, la sécurité n'est pas assurée et les trains ne peuvent pas circuler. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. La circulation des trains est perturbée. Des informations vous seront communiquées dès que possible. Merci de votre compréhension. En plus, 2022 et 2023 sont des années importantes pour le sujet. 2022, c'est le centenaire ou peut-être 2023, ça va dépendre des sources en fait, donc ça nous laisse le temps de le faire l'année prochaine si ça n'est pas fait cette année. C'est le centenaire de la signalisation électrique. Alors il y avait déjà une signalisation électrique sur des signaux mécaniques pour les éclairer de nuit par exemple, mais là c'est le centenaire de la signalisation purement électrique, c'est-à-dire sans recours aux cibles mécaniques mobiles. Donc les feux tricolores tels qu'on les connaît aujourd'hui, plus ou moins. Et cette signalisation électrique, d'ailleurs, elle a été surtout utilisée pour développer le bloc automatique lumineux. Donc lui, son centenaire, ça sera dans tous les cas l'année prochaine, puisque les premières sections, à titre vraiment commercial et pas d'essai, c'était en signalisation lumineuse, c'était en 1923. Dans le monde des transports, la sécurité est le prérequis à tout, notamment à la qualité de service. Le client sait que le risque zéro n'existe pas. Pour autant, il doit avoir assez confiance pour décider de choisir ce moyen de transport plutôt qu'un autre. Exploiter un réseau ferroviaire et y faire circuler des trains, de nature et de vitesse très différentes, voire avec des compagnies différentes, nécessite une organisation structurée, beaucoup de professionnalisme et une technologie particulière et adaptée. Tout cela, à la base, relève d'une sorte de petit miracle. Le terme « sécurité »
dans l'univers ferroviaire, désigne l'ensemble des moyens prévus pour éviter les accidents ou incidents ferroviaires et en limiter les conséquences. Parmi ces moyens, il y a la signalisation. La signalisation ferroviaire, c'est ce qui permet d'informer les mécaniciens d'une manière générale sur souvent l'état du trafic ou l'état de la voie qui est en aval. Voilà. Donc ça va regrouper les feux, les feux bien sûr, mais aussi tout ce qui est pancarte par exemple, voilà, sur les caténaires, les pancartes G qui informent qu'on est sur des garages, tout ce qui permet d'indiquer la direction aussi, etc. Donc c'est un univers très vaste et très complet. La mise en place de l'exploitation ferroviaire s'est faite de manière assez empirique. Ses origines se trouvent dans la mise en œuvre de règles de bon sens, tirées de l'expérience du transport à cheval et fluvial notamment. Il y a aussi des recherches menées par des employés du chemin de fer, comme Vignier en 1855, qui a mis au point le premier enclenchement mécanique. Elle est apparue dès le début des chemins de fer. Alors, à l'origine, ce n'était pas une signalisation fixe, c'est-à-dire que dans les tout premiers temps, on a eu des garde-voies, c'est-à-dire des personnes qui étaient employées et qui avaient des drapeaux ou des lanternes, par exemple. Voilà. Donc on a commencé comme ça, et puis ensuite on s'est mis à les remplacer par des signaux fixes, mais effectivement, ils sont arrivés dès le début des chemins de fer. Il fallait bien pouvoir maintenir l'espace entre les convois. Donc on a tout de suite eu besoin d'espacer les convois entre eux. Les lignes ont été construites, les premières, on peut dire, entre 1830 et 1840. Et dès 1845-1850, ça y est, on a besoin de signalisation. Alors, tout au début, c'est très rudimentaire. Il y avait à l'époque pas encore beaucoup de postes d'aiguillage, c'est-à-dire des endroits où les commandes des aiguilles et des signaux étaient regroupées depuis une cabine d'aiguillage. Donc tout se passait sur le terrain. Et les premiers signaux, c'était des signaux à main, donc des drapeaux et des lanternes. Avant 1938 et la création de la SNCF, le réseau de chemin de fer français est exploité par différentes compagnies. Et cela n'est pas neutre dans le développement de la signalisation sur l'ensemble du territoire. Les compagnies se sont, dès le début, créé tout un ensemble de signalisations qui leur était propre, ce qui ne posait pas forcément de problème, puisque dans les tout premiers temps, les lignes n'étaient pas connectées entre elles. Donc ils ont fait finalement selon leurs propres moyens. Et puis c'était intéressant parce que ça permettait aussi d'expérimenter plein de solutions différentes. Et puis petit à petit, les meilleures solutions sont apparues déjà. Et ensuite, les réseaux ont commencé à s'interconnecter. Donc il y a eu des nécessités petit à petit de chercher à harmoniser cette signalisation, notamment par exemple du fait de la guerre de 1870, l'État français s'est quand même rendu compte qu'on avait beaucoup de mal à faire circuler un mécanicien du Paris-Lyon-Méditerranée sur d'autres réseaux par exemple, puisqu'il n'avait pas forcément parfaitement connaissance des codes et ça a posé pas mal de problèmes. Et puis il y avait surtout aussi beaucoup de signaux qui se contredisaient selon les réseaux aussi. Donc il y a eu une première harmonisation en 85-86, au 19e siècle, qui a persisté un certain temps, qui a convaincu un certain temps, et puis finalement on a eu le code Verland dans les années 30, qu'on considère adopté en 1936, et puis qui est à l'origine de la signalisation d'aujourd'hui. Alors il y a quelques signaux qui sont apparus depuis le code Verland, mais globalement c'est aujourd'hui le père de la signalisation actuelle. Il y a eu jusqu'à la nationalisation, au 1er janvier 1938, il y a eu grosso modo 5 compagnies, l'Est, le Nord, l'État, qui a englobé la compagnie de l'Ouest, ce qui a été nationalisé en 2 étapes, puis le PO Midi et le PLM. Donc ces compagnies, elles avaient leur propre signalisation. Alors, il y a eu des arrêtés ministériels dans les années 1875 où l'État a édicté donc des règles qui avaient pour but d'unifier un petit peu, de faire un premier pas d'unification dans la signalisation. Mais il y avait des situations très diverses, des régions industrielles où il y avait des réseaux importants où les compagnies ont pu investir, entre guillemets, et puis donc essayer d'unifier, et puis d'autres réseaux, notamment le réseau de l'Ouest, et puis la partie de l'administration de l'État, ce qui avait été nationalisé, disons entre la Loire et la Garonne, entre 1878,
Dans ces régions-là, c'est le chemin de fer du pauvre, donc ils n'ont pas beaucoup de sous. Alors toutes ces dispositions ministérielles, finalement, elles sont pas bien appliquées. Elles sont pas bien appliquées. Et donc, la guerre 14-18 arrive. À la fin de la guerre, les Américains viennent nous aider. Et ils constatent que c'est un petit peu la chienlit dans notre pays, parce que quand on circule d'une compagnie à l'autre, les règles changent. Les Américains disent il faut unifier tout ça. Et donc on va mettre après la guerre 14 une commission interministérielle, et puis avec les compagnies. C'est la commission Verlan, VER, et qui va mettre un certain nombre d'années, une dizaine d'années, à proposer à unifier une signalisation. Et donc l'État là va sortir un décret qui impose cette signalisation à toutes les compagnies. C'est ce qu'on appelle le code Verlan, et qui est encore la signalisation mécanique, puisque ça portait sur la signalisation mécanique à l'époque. Donc on retrouve ça sur la signalisation mécanique qui reste aujourd'hui sur le réseau. Lorsque l'on parle de sécurité et de signalisation, on cherche essentiellement à empêcher les trains d'entrer en collision entre eux, qu'ils se suivent ou se croisent, à empêcher les trains d'entrer en collision avec un obstacle, sur un passage à niveau, avec des arbres sur la voie par exemple, à éviter les déraillements par excès de vitesse, à éviter les déraillements causés par une avarie des rails, de la caténaire ou du matériel roulant, mais aussi à des avaries liées à des problèmes sur l'infrastructure, avec un affaissement de voie par exemple. La signalisation a également pour but d'optimiser la gestion du trafic. La signalisation, elle sert à éviter tous les incidents et accidents, d'une part évidemment, mais ça sert aussi d'une manière générale à informer le mécanicien. Si vous avez un sectionnement caténaire, il faut que le mécanicien soit averti qu'à tel endroit, il faut abaisser la caténaire pour ensuite la remonter en changeant de tension, par exemple, entre deux secteurs d'alimentation. Voilà, donc là, il a besoin de cette information-là. Et puis, s'il est envoyé sur une impasse, il faut aussi qu'il soit au courant, etc. Donc, il y a des éléments d'information, et puis il y a des éléments de sécurité, essentiellement des éléments de sécurité, bien sûr. Avant la SNCF, Nous sommes dans un poste d'aiguillage. On peut dire que la signalisation, c'est le moyen que les gens qui gèrent la circulation, c'est-à-dire les postes d'aiguillage, ont pour donner des ordres aux mécaniciens. Voilà. Alors d'où ça vient, ce besoin de signalisation? C'est bien sûr, il faut indiquer les points où les trains doivent s'arrêter ou respecter des limitations de vitesse, mais ça ne suffit pas, parce que les distances d'arrêt et de freinage du chemin de fer sont très longues. C'est à cause des coefficients de frottement roue-rail, du contact roue-rail, qui fait que s'il est très favorable pour les économies d'énergie, pour les distances de freinage, là on a des distances qui sont importantes et qui dépassent la vision du mécanicien. Donc il ne suffit pas de dire au mécanicien tu t'arrêtes à tel endroit ou tu respectes telle limitation de vitesse à partir de tel point. Il faut aussi prévenir les mécaniciens au préalable. D'où encore un besoin de signalisation pour dire au mécanicien tu vas rencontrer un signal d'arrêt, tu vas rencontrer un signal qui commande de réduire ta vitesse à tel taux. Voilà, donc schématiquement on peut dire définir la signalisation comme ça. La signalisation ferroviaire n'est donc pas quelque chose de linéaire. Il y a eu des moments charnières pour son évolution. Et d'un point de vue technique aussi, on a fait du chemin depuis les débuts. D'une part, il y a la signalisation qui est dite fixe, immobile, tout ce qui va être pancarte par exemple. Et puis il y a la signalisation fixe mobile, donc tout ce qui va être signalisation lumineuse, panneaux mécaniques, etc. Enfin cocarde comme on dit. Et puis en plus il y a la signalisation mobile, donc justement les agents avec leurs drapeaux, avec des signaux à main par exemple, donc les drapeaux, les lanternes, etc. Ou même le sifflet. Donc il y a beaucoup de types de signalisation différentes. C'est vrai que c'est quand même la signalisation fixe mobile ou immobile qui est la plus répandue aujourd'hui. Maintenant, il y a même la signalisation dématérialisée ou peu matérialisée, donc avec la signalisation embarquée. Et ce sont des choses qui vont de toute façon être amenées à se généraliser petit à petit avec tout ce qui est ERTMS. Donc ça prendra beaucoup de temps, mais on va doucement vers une signalisation dématérialisée, embarquée en cabine. Disons que c'est une histoire. C'est plus qu'une continuité, c'est une histoire. Il y a toute l'évolution des postes d'aiguillage.
Tout au début, il n'y a pas ce qu'on a appelé les enclenchements, c'est-à-dire les dispositifs dans une cabine d'aiguillage qui empêchent l'aiguilleur de faire des combinaisons dangereuses pour la simulation des trains. Et puis après, à partir, disons, de 1870, donc avec Vignier en France, Vignier, qui a eu le premier l'idée de faire des enclenchements entre le levier, c'est purement mécanique. Et donc, on a vu dans les postes d'aiguillage le développement des enclenchements mécaniques. Et puis après, pour l'éclairage des signaux, pour les premiers signaux lumineux, on a vu arriver les enclenchements dits électriques, c'est-à-dire des dispositifs électriques de contrôle, pour vérifier la position des signaux, que le signal est bien ouvert, bien fermé, et puis aussi des enclenchements pour la commande des signaux, entre différents signaux. Alors on a tout ça dans un poste d'aiguillage classique, une partie enclenchement mécanique et puis une partie enclenchement électrique. Alors ces enclenchements électriques, c'est tout simplement des verrous électriques, des électroaimants, et puis après ça s'est modernisé, on a vu arriver des relais électriques de plusieurs générations. Voilà pour les postes d'aiguillage classiques. Et puis après, on a eu, après la guerre, les postes d'aiguillage plus modernes, comme les PRS, où là, tout est réalisé sous forme avec des relais donc miniaturisés et puis normalisés, tant pour la commande que pour le contrôle des aiguilles et des signaux. Au milieu de ces leviers, de ces panneaux et de ces drapeaux, une silhouette se détache. Une silhouette à la fois familière, mais aussi un peu énigmatique, celle du poste d'aiguillage. Ce sont les chefs d'orchestre. On n'a pas de signalisation sans poste d'aiguillage. C'est simplement le lieu depuis lesquels ils sont commandés. Alors, on a certes des signaux qui sont automatiques, comme tout ce qui est bloc automatique lumineux, par exemple, mais c'est pas du tout la majorité. Donc, en général, qui dit signaux dit poste d'aiguillage. Tout comme aiguillage dit en général poste d'aiguillage, sauf quand c'est commandé à pied d'œuvre, ce qui est rare pour les signaux, peut-être un peu plus courant pour les aiguillages. Le poste d'aiguillage, il commande et il contrôle les aiguilles et les signaux dans une certaine zone. Donc il y a des relations entre la cabine d'aiguillage, où se trouvent les aiguilleurs, et puis toutes les installations sur le terrain, ce que les gens de l'équipement appellent la campagne. Il y a le poste dans la cabine, et puis la campagne, donc toutes les installations sur le terrain. Alors ça implique bien entendu des liaisons, soit mécaniques. Pour la commande des aiguilles, on avait des transmissions mécaniques, des tubes, des fils tubulaires ou bien des fils électriques. Là, on pouvait aller, disons, jusqu'à quelques centaines de mètres. Et puis quand on allait au-delà, c'était des liaisons électriques pour commander les aiguilles avec un moteur électrique. Et puis c'est pareil, il fallait rapatrier au poste d'aiguillage tous les résultats des éléments de contrôle. Contrôle de position des aiguilles, contrôle de position des signaux. Les postes d'aiguillage sont en quelque sorte les seigneurs du système. Mais seuls, ils ne pourraient rien. Il faut aussi compter sur les signaux et les feux. D'ailleurs, saviez-vous que les signaux sont implantés à gauche de la voie ? Car les trains circulent à gauche. L'Alsace-Lorraine fait exception avec des signaux à droite, tout comme certaines portions pour lesquelles un positionnement à gauche est impossible. Les cheminots doivent donc rester très attentifs. La sécurité de l'exploitation ferroviaire repose sur le triptyque homme, installation, procédure. Il y a un besoin impératif de diffuser une culture de la sécurité à tous les niveaux. Il y a d'abord la formation où on apprend aux gens à respecter la signalisation, à respecter les procédures. Et puis il y a le fameux article 1 de l'ancien règlement où on disait « Tout agent, quel que soit son grade ou sa fonction, doit obéissance passive et immédiate aux signaux. » C'est la seule fois où on m'a dit au chemin de fer « il faut obéir ». Et mieux vaut ne pas être daltonien pour faire face aux successions de signaux lumineux et colorés au fil des cantons lors d'un voyage. Et effectivement, alors ce qui est un peu amusant, c'est que le code Verlan, il a mis en place un certain nombre de jeux de couleurs qui sont toujours celles employées aujourd'hui, à savoir le vert qui est la couleur autorisante donc du passage de la voie libre, le orange qui est la couleur de l'avertissement et puis le rouge qui est la couleur de l'arrêt. Et c'est des couleurs qui donc ont été mises en place dans les années 30. Et donc le code Verlan, c'est intéressant, c'est que ces couleurs n'allaient pas forcément de soi, puisque par exemple avant la couleur de la voie libre en général c'était plutôt le blanc. Et la couleur de l'avertissement, c'était plutôt le vert.
Et les couleurs ont été interverties puisque il y a des problèmes, c'est-à-dire que c'était les verres qui étaient colorés devant des feux blancs, et donc s'il y avait une rupture, le verre cassait, eh bien on avait l'avertissement qui se transformait en voie libre, quoi. Voilà. Donc on a préféré faire l'inverse pour que ce soit un petit peu moins gênant. Bon. Et donc ce code vert lampe, très intéressant, ce qui fait qu'il apparaît dans les années 30, il est mis en place dans les années 30, et à peu près en même temps que la signalisation routière. Les premiers feux tricolores datent de cette époque-là. Et donc ils se sont inspirés de ce qui se faisait dans les chemins de fer, et ils ont repris les codes couleurs de la signalisation ferroviaire. Et donc aujourd'hui, les feux tricolores routiers, ce sont des feux ferroviaires simplifiés. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que la signalisation ferroviaire est un sujet moins abstrait pour vous maintenant. Alors, pendant vos prochains voyages, regardez bien autour de vous et observez les signaux, les feux, les postes d'aiguillage qui jalonnent la France et permettent aux trains de circuler en toute sécurité. Bien sûr, nous aurions encore pu parler pendant des heures de ce sujet et aborder la question des différents blocs par exemple. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez visiter l'ancien poste d'aiguillage de Lyon-Perrache que nous terminons de réhabiliter dans son état des années 1950 avec Olivier Velay et le soutien de SNCF Réseau. Merci d'avoir écouté cet épisode de Il était une voix, un podcast de Rail et Histoire. Vous trouverez en description les sources utilisées dans cet épisode. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu et à bientôt.